Odyssée. Les pieds sur terre, c'est ce que nous avons, Jean-François et moi, les pieds sur terre. Jean-François, vous êtes avec nous, les pieds sont bien sur terre là ? Bien sur terre. Ouf. Et il s'en passe des choses sur terre. Et il s'en passe Léa, des choses sur terre en ce moment. On a vraiment conscience. On a réellement, je ne sais pas si c'est une impression, Jean-François, vous allez me le dire, mais j'ai l'impression qu'en cette fin d'année 2022, il y a plus qu'une conscience. Il y a vraiment, je crois, la volonté de changer les choses. Alors, on va réfléchir un petit peu ensemble à tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Oui. Je voulais donner un coup de chapeau au CRIF, qui, pour la première fois à sa convention nationale qui se déroulait dimanche, nous a donné l'opportunité de tenir un atelier sur l'environnement. Donc ça veut dire que les institutions juives sont concernées par la question de l'environnement et nous donnent la possibilité d'en parler avec Gad Weil, qui n'est pas seulement membre du comité directeur du CRIF, mais qui est le grand organisateur des événements biodiversitaires quand il a transformé la place de la République en ferme. J'avais aussi à mon micro le rabbin Yeshaya d'Alsace, dont on va reparler tout de suite, et la fameuse hydrologue qui est la référence en matière d'hydrologie qu'on voit sur tous les plateaux de télé. Je lui ai dit d'ailleurs, quand on te voit à la télé, c'est que soit il y a une inondation, soit il y a de la sécheresse, mais soit qui est un déluge. qui est l'hydrologue de référence. Et donc Emma Aziza, qui est vraiment le mot référence, c'est ce qui convient le mieux pour la désigner. Donc des gens sont venus à l'atelier, c'était déjà bien. On n'a pas parlé juste entre nous, des gens nous ont rendu visite, et je trouve ça, et notamment des jeunes, des anciens responsables de l'UEJF, qui ont pris des responsabilités dans l'entreprise. On citerait Emmanuel Nidam, Noémie Madar, maintenant très impliqués dans l'environnement, et je pense que c'est une bonne nouvelle à la fois pour la société et aussi pour le judaïsme français, que certains de ses représentants remonte au créneau sur les questions environnementales. Donc je ne peux qu'être heureux de voir ça. Ce qui se passe là, dans la communauté juive, c'est ce qui se passe aussi dans toute la société. Absolument. Je veux dire, l'un est la conséquence de l'autre. Alors on va faire une petite phase transitionnelle, dans la mesure où les religions aussi ont eu quelque chose à dire. On a vu sur BFM, on a vu sur différents médias, je crois sur Le Parisien, enfin sur plusieurs médias, on a vu ces quelques représentants des religions protester contre la surexploitation des hydrocarbures en Afrique par Total Energy. Il y avait des gens d'Extinction Rébellion, et j'étais très surpris de voir que celui qui s'est exprimé au nom de cette action, c'était justement Yeshaya d'Alsace. Donc ça veut dire aussi que la voix juive commence à être entendue dans ces combats. Donc il y a eu cette action. Et puis, il faut bien le dire, Léa, aujourd'hui, c'est le démarrage de la COP15 biodiversité. On n'en attend pas grand-chose. Je ne vais pas commencer à essayer de faire tout. Elle se passe à Montréal. À Montréal. Alors, elle se passe à Montréal, mais c'est très important de le dire, elle n'est pas présidée par le Canada, elle est présidée par la Chine, qui a eu la mauvaise idée de ne pas inviter les présidents des différents États, ce qui donne une moindre importance à cette COP15. On l'a déjà dit, mais maintenant qu'on est au pied du mur, puisqu'elle commence, moi, j'en attends personnellement rien, et je ne suis pas le seul à n'en attendre rien. Alors, pardon Jean-François, mais là, il va falloir que vous nous éclairiez un petit peu, parce que COP15, COP27, c'est quoi la différence ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une vision globale de tout ? Léa, ce que vous dites est tellement juste, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'on a la 27e COP sur le climat. Maintenant, on a la 15e COP sur la biodiversité. On s'est bien rendu compte qu'il y a eu beaucoup de mouvements à la COP 27, il y a quelques jours, à peine quelques jours, pour lier l'ensemble. Il n'y a pas de climat sans biodiversité, il n'y a pas de biodiversité sans régler le problème climatique. Eh bien, ça n'a pas été fait, le lien n'a pas été fait. Et on redémarre des travaux comme si c'était rien passé avant. Une question peut-être un peu piège. Est-ce que vous pensez que faire des COP, c'est la bonne solution ? Est-ce que vous ne croyez pas que bavasser, pardon du verbe, bavasser non-stop chaque année, c'est juste pour se donner bonne conscience, et que dans l'action, dans l'application, il n'y a pas grand-chose ? Alors, on dit souvent que c'est la montagne qui accouche d'une souris. Mais on dit aussi
que sans ces réunions internationales, la situation serait bien pire. Imaginons qu'il n'y ait pas eu la COP 21. D'accord ? Qu'est-ce qui se serait passé dans un pays comme les États-Unis, qui est un surconsommateur et il y a eu quand même des avancées qui ont été interrompues pendant le mandat de Trump, qui est sorti de l'accord de Paris, mais on a vu que dès le retour de Joe Biden, il est de nouveau, il s'est rallié à l'accord de Paris et ça a servi à quelque chose somme toute. Le problème, c'est que ça va pas assez vite et ça va pas assez loin. On avait cité dans cette émission le coup de gueule, j'avais dit le Gewalt d'Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies, en disant c'est pas parce qu'il y a la guerre qu'il faut pas agir. C'est bien d'agir pour arrêter la guerre en Ukraine, mais il faut pas que ça masque le travail de fond qu'il faut continuer à maintenir sur le climat. Et j'ai envie de dire aussi à notre public, qui est souvent un public communautaire, ce n'est pas parce qu'il y a l'antisémitisme, ce n'est pas parce qu'il y a le Covid-19, ce n'est pas parce qu'il y a des attentats en Israël, etc. Et ce n'est pas parce qu'il y a la menace iranienne, ce n'est pas pour tout ça qu'il faut pour autant laisser tomber la question climatique. Il faut au contraire en permanence se rappeler qu'il y a un fil rouge dans notre action. Quelles que soient les choses qu'on fait à côté, ce fil rouge, c'est le combat pour le climat avec des actes personnels. Oui, donc là, je note le mot action. Donc, vous êtes quand même plutôt positif face à ces COP, en tout cas à l'organisation de COP et de réunions qui permettent des échanges et peut-être de nouvelles idées, de nouvelles propositions. Sauf qu'on l'a souvent dit, Jean-François, à ce micro, les années passant, eh bien finalement, ce sont toujours des promesses. Et puis finalement, on revoit ces promesses à la baisse et les actions ne sont pas là. Les actions ne sont surtout pas à la hauteur. Il y en a, mais elles ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques. Alors, et là, chacun doit se mobiliser. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il nous faut du temps ? Est-ce que dans cette période que nous vivons, qui est une période de transition, est-ce que changer les choses en une année, 2 années, allez, on va dire même 10 ans, c'est trop peu. Il faut une évolution plus lente, finalement. Je crois qu'il ne faut pas une évolution plus lente. Parce qu'une évolution plus lente, c'est 2,5 degrés d'augmentation de la température de la planète. Mais est-ce que la société le peut ? Est-ce que la société le doit. Après, c'est à eux de se débrouiller. C'est extraordinaire. Quand on se rappelle la mobilisation pour le Covid-19, comment une société entière a réussi à se mobiliser. On a eu les vaccins, on a eu les masques, finalement on a eu le gel, on a eu des périodes de confinement. Parce que là, le risque est imminent. Là, le risque de mort est imminent. Alors, c'est ça que je voudrais faire comprendre à nos auditrices et nos auditeurs. Oui. Vous croyez que c'est un risque à long terme, alors que le risque est déjà imminent. Quand on voit les saisons pourries avec des inondations, des sécheresses, des températures caniculaires à des moments où personne ne s'attend à des températures caniculaires, c'est bien qu'on est déjà dans le problème. On est déjà comme à l'époque où on était dans le Covid-19. Oui, mais si j'ose dire, pour le Covid-19, on est tous égaux devant le risque de mort. Alors que là, peut-être pas. Et c'est ce qui va changer aussi les choses et la volonté de faire, de modifier sa politique. Alors, en fait, finalement, en étant clair, des réfugiés climatiques dans un pays comme le Pakistan, d'accord, ou le Bangladesh, c'est des dizaines de millions de personnes qui doivent trouver un point de chute pour aller sur une terre, alors que leurs régions d'origine sont tout simplement envahies par les eaux. On les met où ? Ils font quoi ? Donc ça va très vite devenir notre problème. Si on ne prend pas le temps et si on n'a pas la volonté de régler ce problème au niveau planétaire, eh ben, on n'en sera pas épargné. Et ça, on le verra débarquer. Mais justement, c'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui ne va pas, c'est qu'on ne comprend pas justement ce lien, qu'on ne comprend pas les conséquences, les relations de cause à effet qui sont finalement extrêmement rapides. Ça va aller très très vite. Lorsque un peuple sera touché, ça va toucher les autres très rapidement en l'espace de quelques mois.
Oui, de quelques mois, c'est ça, absolument. Alors, les gens sur le climat, ils sont mobilisés, mais sur la biodiversité, on a vu aussi tous les grands noms de l'UICN, ceux qui s'occupent de l'extinction des espèces, qui disent on n'a pas assez investi dans la lutte pour la préservation de la biodiversité. Il va falloir bouger là-dessus. Et nous, citoyens, on doit bouger non seulement en manifestant, mais on doit bouger dans nos actes quotidiens. Ça y est, c'est terminé. Dans notre mode de consommation. Mode de vie. Emma Aziza citait dimanche à la convention du CRIF un sujet dont on a parlé, la fast fashion, la mode rapide où on consomme 10 fois plus parce que c'est moins cher. Donc, il faut arrêter tout ça. Il faut dire aux enfants, c'est bientôt Hanouka, demander des cadeaux utiles, demander des cadeaux qui ne vont pas contribuer à abîmer la planète. Alors oui, c'est vrai, des cadeaux utiles et qui ont une âme, et puis aussi la fabrication qui n'entame pas l'environnement, c'est vrai. Oui, respecter les normes sociales. Demander aux gens de réduire leur consommation, ça. C'est très difficile, je pense, si on fait un calcul entre 10 vêtements pourris de la fast fashion et un bon vêtement qui dure, moi je fais le choix du bon vêtement qui dure, et puis tant pis pour les gens qui vont se rendre compte qu'à la fin, en fast fashionant, ils vont dépenser 10 fois plus. Ce qu'on peut leur dire, absolument. Vous m'avez devancé, c'est que ça coûte moins cher, et comme il y a de l'inflation, c'est une bonne chose de leur dire. On termine peut-être avec les enfants. Alors les enfants, moi je conseille. Joujoux, Alors je conseille. Tiens, ce serait cool de demander des vêtements, c'est l'hiver, des vêtements en filet de pêche recyclés. Ce serait cool. Et les enfants seraient très fiers de dire non, ça ressemble pas à des pêcheurs. Ça ressemble à des beaux vêtements. Oui, simplement, c'est fait en filet de pêche recyclé. On les trouve où Alors on les trouve partout, Patagonia, EcoAlf, on les trouve partout. Des jouets en bois et pas en plastoc, surtout pas de plastique. Et puis des appareils. Vous avez le droit de faire réparer et aider vos appareils plutôt que d'en acheter d'autres. Merci Jean-François, à la semaine prochaine.